cette grande édition d'information. Monsieur, dame, bonsoir. Merci d'avoir choisi la télévision Dunia pour vous informer. C'est une circulaire. C'est une réunion extraordinaire qui devrait permettre aux chefs d'état-major et des services de renseignement des pays membres de la Commission du bassin de lac Tchad d'évaluer la situation sécuritaire et de mesurer le niveau d'exécution des recommandations formulées lors de la précédente réunion qui s'était tenue ici même à Niamey les 22 et 23 juillet 2014 en vue de peaufiner leur stratégie de lutte contre toutes les menaces qui pèsent sur le lac Tchad. Cette situation qui préoccupe les plus hautes autorités politiques des pays membres de la CBLT et du Bénin nécessite de notre part des actions concrètes communes et coordonnées pour faire face à ce fléau. La nécessité d'unir nos efforts pour apporter des réponses appropriées aux défis sécuritaires actuels commande qu'au terme de nos discussions, que des dispositions pratiques et consensuelles soient clairement définies. Venu approuver les résolutions des chefs d'état-major et des services de renseignement de la Commission du bassin de lac Tchad, les ministres de la Défense des pays membres de cette commission ont pour leur part souligné la nécessité d'agir vite car, disent-ils, les stratégies entreprises jusque-là n'ont pas permis de contrer l'avancée et les actes de la secte Boko Haram. Nous devons donc aller plus loin et plus vite. Nous devons aller plus loin car des insuffisances organisationnelles de notre force doivent être comblées avec la volonté affichée de tous. Nous devons aller plus vite car les souffrances des populations riveraines du lac Tchad nous interpellent et nous commandent d'agir avec la célérité requise. Aussi voudrais-je vous inviter à cette action déterminante, décisive et libératrice de notre espace envahi par les forces du mal. Ces réunions successives des chefs d'état-major des armées, des services de renseignement de la Commission du bassin de lac Tchad et des ministres de la Défense de la CBLT préparent le sommet des chefs d'État et de gouvernement du bassin de lac Tchad qui se tiendra demain 7 octobre à Niamey. Un sommet qui devrait permettre aux pays membres de définir une stratégie commune de lutte susceptible de contrer les actes et l'avancée de la secte Boko Haram. La CBLT regroupe 6 pays dont le Niger, le Nigeria, le Tchad, le Cameroun, la République centrafricaine et la Libye. Comment fonctionne-t-elle? Quelles causes défend-elle? Élément de réponse dans ce commentaire signé Hima Sebou. Mais qu'est-ce que la CBLT? La CBLT, Commission du bassin du lac Tchad, est une organisation qui regroupe 5 pays, Tchad, Niger, Nigeria, Cameroun, Libye et République centrafricaine. Elle est créée le 22 mai 1964. Organisation sous-régionale de coopération dans les domaines de l'eau et de l'environnement, elle a aussi des membres observateurs dont le Soudan, la République démocratique du Congo, la République du Congo-Brazza et l'Égypte. Jadis, l'un des plus grands lacs du monde, le lac s'est réduit considérablement pendant les 4 dernières décennies.
Dans les années 1960, il couvrait un secteur de plus de 26 000 km². En 2000, il était tombé à moins de 1500 km². Le déficit de pluviosité, combiné à une plus grande utilisation des eaux du lac et des rivières pour l'irrigation, explique ce recul. Sa faible profondeur, au maximum de 7 mètres, le rend fragile et très dépendant des fluctuations saisonnières. Même s'il demeure encore l'un des plus grands d'Afrique, le lac Tchad est 10 fois plus petit qu'il y a 50 ans. 25 000 km² en 1964 contre 2500 km en 2004. Le projet titanesque regroupant le Cameroun, le Nigeria, le Niger, le Tchad, la République centrafricaine et la Libye doit opérer un transfert des eaux de l'Ubangui qui prend sa source en République démocratique du Congo vers le lac via les fleuves Chari et son affluent Logon. L'opération nécessiterait le creusement d'un canal de 1350 km en République centrafricaine. Une étude de la NASA prédit la disparition du lac à plus ou moins brève échéance si on ne trouve pas de solution. La commission du bassin du lac Tchad a vu le jour le 22 mai 1964, financée par les contributions des États membres. La CBLT a pour mission la gestion durable et équitable du lac Tchad. Précision dans ce commentaire. La commission du bassin du lac Tchad, ou CBLT, est une structure permanente de concertation mise en place en Afrique afin de coordonner les actions de différents États pouvant affecter les eaux du bassin du lac Tchad et régler pacifiquement les problèmes et différends affectant cette zone. La CBLT a vu le jour le 22 mai 1964, lorsque les chefs d'État des pays riverains du lac, à savoir le Niger, le Nigeria, le Tchad et le Cameroun, ont décidé par la convention de Fort Lamy, l'actuel N'Djamena, de mettre en place une structure permanente de concertation appelée Commission du bassin du lac Tchad. En 1999, un 5e membre se joint à la commission. Il s'agit de la République centrafricaine. Aujourd'hui, le nombre de pays membres est passé à 6 depuis l'adhésion de la Libye en 2008. Le Soudan, l'Égypte, la République du Congo et la RD Congo sont membres observateurs. Le siège de l'organisation est à N'Djamena, République du Tchad. La CBLT a pour mandat la gestion durable et équitable du lac Tchad et des autres ressources en eau partagées du bassin éponyme, la préservation des écosystèmes du bassin conventionnel du lac Tchad, la promotion de l'intégration et la préservation de la paix et de la sécurité transfrontalière dans le bassin du lac Tchad. La CBLT est une organisation du bassin, membre du réseau africain des organisations du bassin et du réseau international des organisations du bassin. La commission est financée par les contributions des États membres, mais une réflexion de financement autonome est en cours. La conférence de la table ronde des bailleurs de fonds pour le financement du plan quinquennal d'investissement 2013-2014 de la CBLT, axée sur la sauvegarde du lac Tchad, s'est tenue le 5 avril 2014 à Rimini, en Italie, avec l'appui de la Fondation pour la collaboration entre les peuples, de l'ancien président de la Commission européenne, Romano Prodi, et la Société géographique de l'ancien ambassadeur Paolo Sonella. Elle s'est déroulée sous la présidence de Issoufou Mahamadou, président de la République du Niger, président en exercice du sommet des chefs d'État et de gouvernement des pays membres de la CBLT. L'organisation de la table ronde des donneurs a été un franc succès. Plus d'une centaine de milliards de francs CFA ont été promis par les donateurs, à l'instar de la BAD, qui a octroyé 80,6 millions d'euros, environ 53 milliards de nos francs, en plus du projet GEF, à la CBLT pour le financement des programmes transfrontaliers. Président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la commission du bassin du lac Tchad, CBLT, Issoufou Mahamadou, président de la République du Niger, a été élu à la tête de la commission lors du 14e sommet de la CBLT tenu à N'Djamena au Tchad en 2012. Depuis lors, il plaide la cause du bassin du lac Tchad. Son portrait est signé ici, Mokhtar Kremi. Investi le jeudi 7 avril, président de la République du Niger pour un mandat de 5 ans, Issoufou Mahamadou est incontestablement l'homme qui a la vie politique la plus marquée ces 2 dernières décennies au Niger. 2 fois au second tour des élections présidentielles, ancien Premier ministre 1993, ancien président de l'Assemblée nationale 1995, c'est à juste titre que ses pairs l'ont désigné comme chef de file de l'opposition au moment fort du combat pour la liberté, le multipartisme. Dans le combat politique,
Les longues années d'opposition n'ont guère affecté la détermination de celui que ses militants appellent affectueusement Zaki, lion en Hausa. Issouf Mahamadou est anti d'une licence de l'université de Niamey, option mathématiques et physique. Il a fait ses études à l'université des sciences techniques de Languedoc de Montpellier, France, auréolé de sa maîtrise mathématique et application fondamentale. À l'université de Paris 4 et à l'école normale supérieure des mines Saint-Étienne, France, d'où il sort avec le diplôme d'ingénieur civil des mines. De retour au pays, il occupa successivement les postes de directeur des mines au ministère des Mines et de l'Industrie, secrétaire général de la Société des mines de l'Aïr, puis directeur des exploitations et directeur technique au sein de la même société. Mamadou Issoufou est un homme des défis. C'est un adepte du travail bien fait. Les dossiers, il les épluche tous les jours. Infatigable, il en consulte des quantités inimaginables. Son goût du travail semble sans limite. Il arrive très tôt le matin à son bureau et n'en repart que vers 19h du soir. Le président Issoufou refuse la fatalité. Dans sa gestion du pouvoir, il y a toujours cette dose d'audace qui est la marque des grands hommes. Homme politique tchadien, Idriss Déby Itno est la tête du Tchad depuis le 25 avril 2011 où il a été réélu pour un 4e mandat. Je ne suis pas venu au pouvoir avec un billet d'avion Air Afrique, a-t-il souligné. Quelle est donc sa conception du pouvoir, son portrait? Je vous propose de suivre son portrait. Musulman, fils d'un berger de l'ethnie Zagawa, ethnie que l'on trouve des deux côtés de la frontière tchado-soudanaise, Idriss Déby est né en 1952 à Berdoba, au sud-est de Fada. Après avoir passé son baccalauréat, il entre à l'école d'officier de N'Djamena, puis obtient en 1979 une licence de pilote professionnel en France. Homme politique tchadien, le 2 décembre 1990, avec l'appui de la France, il chasse du pouvoir son ancien compagnon d'armes, Hissène Abri, après une période de lutte armée menée à partir du Soudan, et le remplace le 4 décembre avec le titre de président du Conseil d'État. Il est ensuite désigné président de la République du Tchad le 28 février 1991, après l'adoption de la Charte nationale. Il est élu président pour un premier mandat en 1996, puis pour un second mandat en 2001. Il est réélu pour un 3e mandat le 13 mai 2006. Son parti remporte 133 sièges sur 188 aux élections législatives du 13 février 2011. Le 25 avril 2011, il est réélu pour un 4e mandat dès le premier tour de l'élection présidentielle avec 88,7% des voix. Il s'oppose à l'intervention militaire occidentale et soutient le colonel Muammar Kadhafi durant la guerre civile libyenne en 2011. En janvier 2013, le Tchad envoie des troupes au nord du Mali pour participer à l'opération Serval. Grand collier de l'Ordre national du Tchad, Idriss Déby Itno fut décoré Grand Croix de l'Ordre national de Centrafrique, puis Grand Croix de l'Ordre national du Bénin, Docteur honoris causa de l'Université d'Abomey-Calavi et Grand Croix de l'Ordre international des palmes académiques du CAMES. Membre de la commission du bassin du lac Tchad, le Nigeria prendra également part au sommet des chefs d'État de cette commission. L'accession à la tête du Nigeria, pays le plus peuplé d'Afrique, de Goodluck Jonathan s'est faite à la faveur de la maladie qui a entraîné la mort de son prédécesseur en mai 2010. Qui est Jonathan Goodluck? Élément de réponse dans ce commentaire. Il y a 10 ans, il n'était que vice-gouverneur de Bayelsa, l'un des 9 États pétroliers de la Fédération dans la région du Delta du Niger, dans le sud du pays. Sa spécialité d'alors, ce n'était pas la politique, mais les animaux. Jonathan est docteur en zoologie et enseigne dans une école normale supérieure. En bon notable, il décide en 1999 de goûter au pouvoir en se présentant aux côtés du futur gouverneur du Bayelsa. Mais il arrive, dit-on, que le malheur des uns fasse le bonheur des autres. Inquiété par la justice pour une affaire de corruption, le gouverneur du Delta, Diepraye, démissionne en 2005. Jonathan lui succède, le bien nommé. On pourrait traduire Goodluck par bonne fortune. Il a peut-être fini par croire qu'une bonne étoile planait au-dessus du chapeau à large bord qu'il porte souvent, car le même scénario se reproduit avec Yer Adoua. Derrière l'ascension fulgurante de cet universitaire, il n'y a pas seulement que la chance, il y a aussi un homme.
l'ex-général Olusegun Obasanjo, chef de l'État de 1999 à 2007. Le prédécesseur de Yar'Adua, qui est à la tête du conseil d'administration du People's Democratic Party, PDP, au pouvoir, avait noté sa loyauté et sa discrétion. C'est lui qui, en 2005, a dû le convaincre de prendre la place du gouverneur. Quand il s'est agi de choisir le colistier de Yar'Adua à la présidentielle de 2007, Obasanjo a pensé à Jonathan. Pour lui, qui espérait bien continuer à tirer les ficelles en coulisses, le zoologue serait un fidèle idéal. Réputé sympathique avec un brin de timidité, père de 2 enfants, chrétien pratiquant, Goodluck Jonathan est né en 1957 dans la région pétrolifère du delta du Niger. Il est issu de l'ethnie Ijaw. Il a été inspecteur au ministère de l'Éducation, professeur d'université, puis il a travaillé dans la défense de l'environnement avant d'entrer en politique en 1999. Certains observateurs font savoir qu'il est arrivé au pouvoir rapidement et assez facilement. Goodluck Jonathan est donc président de la République fédérale du Nigeria depuis le 9 février 2010. Paul Biya est né le 13 février 1933 à Mecca, au Cameroun, sous le nom de Paul Barthélémy Biya Bi-Mvondo. Il est le second président de la République du Cameroun et est en fonction depuis le 6 novembre 1982. Son portrait est signé ici, Moudi Moussa. Lorsque naît Paul Barthélémy Biya à Bimvondo, le sud du pays est sous contrôle français, le Cameroun étant alors un territoire sous mandat de la Société des Nations Unies. Il est fils d'un catéchiste, ancien séminariste destiné à la prêtrise. Après ses études secondaires au lycée Général Leclerc à Yaoundé, il passe successivement à Paris par le lycée Louis le Grand, l'université de la Sorbonne, l'Institut d'études politiques où il obtient une licence en droit public en 1961 et l'Institut des hautes études d'outre-mer. Dès 1961, il devient chargé de mission à la présidence de la République dans le gouvernement du président Ahmadou Ahidjo. En 1968, il est nommé ministre secrétaire général à la présidence, puis en 1975, premier ministre d'Ahidjo. Il devient président de la République le 6 novembre 1982, après l'annonce radio diffusée par le président Ahidjo de sa démission le 4 novembre. En 1992, lors des premières élections multipartites, il gagne face à John Fruindi, grâce à une courte majorité obtenue de haute lutte. Dès lors, il a successivement remporté l'élection présidentielle en 1997, en 2004 puis en 2011. Le 11 octobre 2004, il est reconduit pour un nouveau septennat après 22 ans passés à la tête du pays face à une opposition divisée. En décembre 2007, lors de son discours de fin d'année à la nation, il annonce son intention de modifier la Constitution qui limite alors le mandat présidentiel à 2 exercices. Pour ce faire, il doit toucher à la Constitution en vigueur qui limite les mandats présidentiels. Il compte sur sa majorité absolue que son parti possède à l'Assemblée nationale. Il est officiellement réélu le 21 octobre 2011 avec près de 78% de voix, considéré comme le chef et guide spirituel de la nation camerounaise dans le quotidien des Camerounais. Paul Biya a été marié à Jean Irène Biya, décédée en 1992. Il s'est ensuite marié avec Chantal Vigourou. Arrivée dans l'arène politique en 2003, Catherine Samba Panza, présidente de transition de la République centrafricaine, s'illustre aux yeux des Centrafricains en réunissant plutôt le tour de force de réconcilier l'ancien président David Dacko et le premier ministre de l'époque, Abel Goumba. Comment s'est-elle lancée dans la politique? Élément de réponse dans ce commentaire. À travers ce geste, l'ONG turque Diyanet procède officiellement au lancement de la cérémonie de remise de dons de la viande de bœuf à l'occasion de la fête de Tabaski aux populations vulnérables. Cette opération, qui est à sa 3e année consécutive, vise à témoigner de la solidarité des musulmans turcs envers leurs frères musulmans. Catherine Samba Panza est née le 26 juin 1954 au Tchad, de père camerounais et de mère centrafricaine. Après des études de droit, elle crée une société de courtage en assurance dans un pays miné par la corruption et peu propice aux affaires. De là vient sans doute son hostilité à la corruption, que soulignent ceux qui la côtoient. Dans la capitale, on la décrit volontiers comme quelqu'un de très rigoureux, qui ne cède pas facilement aux injections du pouvoir sous des apparences de femme douce au visage rond et souriant.
Militante associative nommée maire de Bangui en 2013, juste après la prise de pouvoir de Michel Djotodia, Catherine Samba Panza, pourtant chrétienne, avait aussi le soutien de l'ex-Séléka. Si son mari est ancien ministre, la présidente de transition de la République centrafricaine bénéficie d'une image neutre et a toujours su se tenir éloignée des luttes de clans. Parmi les 8 candidats, Catherine Samba Panza, femme de caractère et mère de 3 enfants, était la seule candidate à pouvoir ainsi revendiquer le soutien des 2 groupes armés ennemis. Elle avait aussi les faveurs de la communauté internationale en charge de la médiation. Pour avoir travaillé 25 ans dans les assurances, Catherine Samba Panza a sans doute parfaitement évalué les risques de la fonction qui est désormais la sienne. Cette juriste en droit des assurances formée à Paris est aussi une femme de dialogue et de conviction. Le dialogue, elle a prouvé qu'elle a maîtrisé les rouages en coprésidant en 2003 le dialogue national qui fut à l'époque considéré comme un succès, notamment pour avoir permis la réconciliation entre l'ancien président Dako et le premier ministre Kumba. Catherine Samba Panza dirige ensuite l'organe chargé du suivi des conclusions du dialogue national. Elle a donc un œil sur la politique, mais elle mène en parallèle une intense activité au sein de la société civile. Vice-présidente de l'Association des femmes juristes de son pays, elle représente aussi le réseau des ONG des droits de l'homme au sein de plusieurs instances. Considérée comme habile négociatrice à l'écoute de ses interlocuteurs, Catherine Samba Panza jouit d'une très bonne réputation à équidistance des familles politiques. Elle n'appartient ni à l'ex-Séléka ni à aucun parti. Dans le petit milieu des affaires à Bangui, on la juge compétente et incorruptible. L'an dernier, elle confiait au quotidien français La Croix avoir grandi sous l'influence d'un oncle diplomate. Et la diplomatie est sans doute une valeur cardinale à Bangui compte tenu de la situation actuelle qui prévaut au sein du pays. En marge de l'Assemblée nationale de l'ONU et du sommet des chefs d'État sur le climat au siège des Nations Unies à New York, la présidente centrafricaine Catherine Samba Panza s'est exprimée sur la situation dans son pays. Elle peut au moins se prévaloir d'un recul des violences en assurant que le nombre de camps de déplacés est en forte baisse, de 69 à une quarantaine, preuve, dit-elle, que les Centrafricains déplacés commencent à rentrer chez eux. À présent, je vous fais lecture de ce communiqué. Le maire président du conseil de ville de Niamey a l'honneur d'inviter l'ensemble des conseillers élus de la ville de Niamey à participer au palais des congrès à partir de 10h00 à la cérémonie officielle d'ouverture du sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement du bassin du lac Tchad, CBLT et du Bénin. Par la même occasion, le président du conseil informe les conseillers que l'ouverture de la 3e session du conseil de ville prévue pour le mardi 7 octobre 2014 est reportée au mercredi 8 octobre 2014 à 9h. Le maire, président du conseil de ville de Niamey, vous remercie de votre compréhension. Cela dit, dans le cadre de la célébration de la fête de Tabaski, la direction générale du musée national Boubou Hama de Niamey a initié une série d'activités festives. Objectif, divertir les enfants afin de les mettre dans les meilleures conditions de fête. Le point avec Hervé Alalé et Issa Hassan. Divertir les enfants, tel est l'objectif d'une série d'activités qu'organise le musée national Boubou Hama de Niamey avec l'appui d'Orange Niger. Des activités qui s'inscrivent dans le cadre des festivités marquant la Tabaski aux fêtes de moutons. Venus de divers quartiers, ces enfants se sont adonnés à ces activités de distraction et de divertissement. La chargée de communication du musée n'a pas manqué de préciser les objectifs de ces activités organisées à l'intention des enfants. Et depuis 2008, il est devenu une habitude et c'est rentré dans le plan d'action du musée national Boubou Hama, la célébration des fêtes traditionnelles telles que la fête de Ramadan et la fête de Tabaski. Donc nous sommes aujourd'hui pour célébrer la fête de Tabaski avec les enfants. Nous célébrons, nous faisons des manifestations au niveau du musée national Boubou Hama. C'est pour divertir les enfants. Et nous avons remarqué que le musée national Boubou Hama a toujours accueilli ses amis, qui sont les enfants, chaque fête, à l'occasion de chaque fête. Et alors là, nous avons mis en place un comité, nous avons réfléchi et nous avons dit, alors là, pourquoi pas organiser des manifestations à l'intention de ces enfants. Prévu pour 3 jours.
Ces activités permettront aux enfants des différents quartiers de Niamey de mieux se distraire et de mieux s'épanouir. Dans le même registre, distribution de viande ce matin au 5e arrondissement communal de Niamey. Cette opération de l'ONG Diana Turk vise à aider les couches les plus vulnérables de la population à bien fêter la Tabaski. Le compte rendu est signé Hima Seydou. À travers ce geste, l'ONG turque Diyanet procède officiellement au lancement de la cérémonie de remise de dons de la viande de bœuf à l'occasion de la fête de Tabaski aux populations vulnérables. Cette opération, qui est à sa 3e année consécutive, vise à témoigner de la solidarité des musulmans turcs envers leurs frères musulmans d'Afrique. Le maire du 5e arrondissement a, au nom de la population bénéficiaire, remercié l'ambassadeur turc pour cette œuvre de bienfaisance avant d'exhorter le comité à faire preuve de transparence pour une bonne réussite de cette opération. Le représentant de l'ONG Diyanet a, au cours de son intervention, évoqué le but recherché à travers cette opération. Cette action a pour but aussi que les musulmans de Turquie se souviennent de ces frères musulmans qui sont en Afrique. Tous les problèmes qu'il y a en Afrique, ce sont nos problèmes. Et vos joies, ce sont nos joies. Notre but est que dans tout le monde entier, il ne reste aucun pauvre. On essaie de leur donner le maximum de soutien possible. L'ambassadeur de la Turquie au Niger, tout en présentant ses condoléances au peuple nigérien suite à la disparition de 9 soldats au Mali, est revenu sur l'intérêt de cette opération de bienfaisance. Comme vous le savez, toujours les peuples turcs musulmans sont donnés leurs sacrifices pour être distribués, immolés aux populations frères et sœurs nigériennes, parce que c'est une affection, c'est une solidarité entre les deux pays. J'aime beaucoup pour préciser ça. Et c'est une petite information pour tout le monde au Niger que notre président de la République de la Turquie, M. Erdogan, a aussi donné son sacrifice pour être immolé et distribué pour le bénéfice aux populations nigériennes dans un témoignage de solidarité entre les deux pays. Donc, comme vous le savez, en général, j'ai appris qu'en total, presque 5 000 grosses bétails vaches sont déjà immolées et distribuées aux populations nigériennes musulmanes par les différentes ONG publiques ou privées. C'est un grand record, je voudrais préciser, mais c'est aussi un témoignage de la présence de solidarité entre les deux pays et un peuple. Le gouverneur de la région de Niamey a salué l'excellente relation de la coopération nigéro-turque et a, au nom des plus hautes autorités du pays, remercié la Turquie pour ses gestes au profit des populations nigériennes. Vous venez de démontrer qu'en réalité, ce que l'islam a toujours préconisé entre les musulmans, c'est cette solidarité-là. Et nous voulons en retour vous demander de transmettre au peuple turc, en tout cas, toute notre reconnaissance. Ça fait depuis un certain temps où au Niger nous constatons de plus en plus, en tout cas, l'ampleur de la coopération turque, en tout cas la solidarité avec le Niger. Ce que nous voyons derrière nous est le symbole concret de cette amitié et cet amour que votre président a dans le cœur par rapport au peuple nigérien. Nous en sommes fiers et nous sommes reconnaissants par rapport à cet acte-là. Je voudrais, vu le nombre d'animaux abattus au profit des populations nigériennes, au nom de notre président Issoufou Mahamadou, du gouvernement et l'ensemble de cette population bénéficiaire, en tout cas vous dire encore merci et souhaiter que cette coopération s'intensifie, en tout cas avec le temps. Pour cette année, 35 localités du pays sont concernées par cette opération de bienfaisance entreprise depuis 3 ans par l'ONG turque Diyanet. Une opération qui touchera également environ 200 000 personnes à travers le Niger. Et puis la fondation Tatali Yali de la première dame, Dr Malika Issoufou, a procédé vendredi dernier à une remise d'importants lots d'équipements et de matériel didactique au collège d'enseignement secondaire de Madawa, un don qui rentre dans le cadre de la commémoration du 50e du Suez baptisé Issoufou Mahamadou. Le compte rendu de nos envoyés spéciaux, Moudi Moussa et Soumela Dandi.
15 millions de francs CFA. C'est la valeur chiffrée de l'important don en matériel didactique et d'équipement gracieusement offert par la Fondation Tatalin Iyali de la première dame Dr Malika Issoufou au complexe d'enseignement secondaire de Madawa. Un don qui intervient en marge de la célébration du 50e du CG de Madawa, désormais baptisé sous le nom de Issoufou Mamadou, du nom de cet élève qui fréquenta ce même 67 et 68. Pour les représentants de la Fondation Tatalin Iyali de la première dame Dr Malika Issoufou, ce geste hautement symbolique vise à redonner ses lettres de noblesse à ce cadre qui a su doter le pays d'un président de la République. Les équipements incluent les livres, environ 500 livres de la littérature africaine qui ont été triés vraiment proportionnellement aux besoins de formation des élèves de la 6e à la terminale. Vous avez des tables, des chaises, des fontaines double saison, des armoires bibliothèques et des splits aussi pour rendre les conditions de travail des enseignants humaines. On en a vraiment pensé, on a équipé la salle des profs en matériel neuf, climatisé, avec vraiment une eau fraîche. Moi je pense qu'il va leur donner beaucoup plus d'idées pour bien orienter la formation des élèves, des 2000 élèves de ces CS. Et je suis sûr qu'avec aussi la photocopieuse et les différents livres, la photocopieuse qui permettra à l'administration de multiplier au maximum les épreuves et les différents livres bien calqués sur la réalité de ces élèves, on est sûr d'agir sur les potentiels humains de ces élèves. Un ouf de soulagement dira également en substance le proviseur du CES Issoufou Mamadou, pour qui ce don intervient à point nommé. Vous savez, nous sommes un établissement qui revient de loin parce que nous n'avions pas de documents, nous n'avions pas même de matériel en tant que tel de travail, d'outils de travail. Maintenant que nous l'avons, vraiment, nous allons en prendre soin et faire en sorte que tous les élèves bénéficient au grand bonheur de l'ensemble de l'école nigérienne, puisque c'est à travers le CES de Mada, il faut voir aussi l'école nigérienne. Ici, nous voulons qu'à partir de ce moment où nous avons eu ces dons, que Madawa s'inscrive en lettres d'or parmi les établissements les phares du Niger. Même sentiment chez le directeur départemental de l'enseignement de Madawa, qui apprécie à sa juste valeur ce geste simple mais plein de symboles de la fondation Tatalin Iyali. Nous nous engageons, le corps professoral, l'administration et les élèves, à garder avec sérieux ce matériel qui nous a été gracieusement offert, mais aussi demander la première dame de nous accompagner. Nos besoins ne sont pas limités, c'est un premier geste, mais il a dépassé notre entendement. Nous n'attendons pas de voir une telle quantité de matériel. C'est pourquoi nous osons espérer que ça ne va pas s'arrêter là et que nous allons profiter de cette occasion pour, par le futur, voir ce que nous pouvons aussi avoir à travers la fondation Tatalin Iyali. Cette dotation traduit logiquement un accompagnement. Le président de la République, c'est son ancien établissement. C'est tout à fait logique. Il est reconnaissant. C'est une marque de reconnaissance. C'est un lien qu'il est en train d'entretenir entre son ancienne école et lui. Maintenant, l'appui que vient de faire Tatalin Iyali, de la fondation Tatalin Iyali de Malika, c'est pour accompagner ces gestes louables et nobles du président de la République. Et elle vient en appui aux gestes que son époux a fait à l'établissement. Ce don de la fondation Tatalin Iyali de la première dame Dr Malika Issoufou au CES Issoufou Mamadou de Madawa a pour but d'insuffler un nouveau dynamisme à l'enseignement secondaire dans l'ensemble des 10 départements. Une action qui épouse par ailleurs l'esprit du programme de renaissance du président de la République
notamment dans son volet phare qui constitue l'éducation. Et puis lancement à Arlit, dans la région d'Agadez, de la campagne publique de partage du rapport annuel 2013 de la commune d'Arlit, une initiative du programme Paix à travers le développement PDF2. Le compte rendu de nos correspondants régionaux, Ramédi Alassane et Cédric Mahamad. Plusieurs interventions ont marqué cette cérémonie de lancement de l'atelier de la campagne publique de partage du rapport 2013 de la commune urbaine d'Arlit. Nous citerons celle du préfet du département, M. Alatmo Gaskia, du coordinateur régional de PDF2 à Agadez et du maire adjoint de la commune urbaine d'Arlit qui nous livre ici plus de détails sur la tenue de cet atelier dans sa commune. Cet atelier s'inscrit dans le cadre de la campagne publique de 5 jours ponctués de conférences, débats, de projections, cinéma mobile, des caravanes de sensibilisation dans la localité, à savoir Arlit et au niveau de Dakokan. Cet atelier qui abordera des thèmes divers sur les actions de la commune contribuera sans doute à renforcer et améliorer la relation entre la commune et ses administrés pour une bonne participation dans l'investissement des actions de développement au profit des populations et de recueillir les préoccupations et leurs attentes, ainsi que leurs droits et devoirs envers la commune. Permettez-moi de remercier et saluer les efforts du programme PDF2 dans sa composante gouvernance locale qui a bien voulu appuyer cette présente rencontre d'échange entre notre commune, les élus locaux ainsi que les structures de la société civile afin qu'elles puissent mieux participer au développement et à la prise de décision au niveau local. Nous souhaiterons que ce genre d'appui soit annuel et élargi dans d'autres domaines comme le financement des projets communautaires et des infrastructures socio-économiques. Il faut dire que cet atelier rentre dans le cadre d'une caravane de vulgarisation du rapport 2013 de la commune urbaine d'Arlit qui se déroulera 5 jours durant dans 3 quartiers dont les quartiers Zongo, Nouveau Marché et Akokan. Rappelons que le PDF2 est financé par le gouvernement des États-Unis d'Amérique à travers l'USAID. Il a initié plusieurs activités dans la région d'Agadez en faveur des jeunes, des leaders religieux, des radios communautaires et de nombreuses structures de la société civile. Le 1er octobre dernier, la ministre des Enseignements secondaires, Mme Betty Echatou, a procédé dans la région de Tawa au lancement officiel de la rentrée scolaire des élèves du premier cycle du secondaire. Elle a à cet effet animé une conférence de presse. Je vous invite à suivre l'intégralité en partie magazine de ce journal. Très bonne réception. Comme vous l'avez certainement constaté avec nous ce matin, la première étape était de constater la rentrée scolaire au niveau de la délégation qui m'a accompagné se réjouit en tout cas de trouver le personnel enseignant sur place, les élèves aussi qui sont venus et chacun a eu son guide scolaire. C'est le lieu de remercier en tout cas les autorités de la 7e République pour leur effort afin d'assurer une scolarité gratuite aux élèves jusqu'à l'âge de 16 ans. Après cette visite du collège et des infrastructures que nous avons trouvées, il faut les mentionner, le CEP3 de Tawa est dans un état délabré et Inch'Allah, nous avons déjà pris des dispositions pour rénover cet établissement. Et c'est ça justement le centre de la visite, parce que si nous restons au niveau du ministère, si nous restons au niveau de Niamey, on ne peut pas savoir les réalités sur les terrains. Donc c'est pour dire que je me réjouis en tout cas de cette visite qui va donner en tout cas la situation dans laquelle se trouvent ces enfants et nous n'allons pas les laisser comme ça. On va mettre des dispositions pour assurer un confort minimum, pour leur assurer un bon environnement d'apprentissage. Après cette visite, on était parti donc au niveau du lycée professionnel, mais aussi du centre d'apprentissage professionnel qui sont au niveau du collège du lycée Agaba de Tawa, parce que leurs locaux sont en train d'être construits.
Donc au niveau des CD d'établissement, là aussi la rentrée est effective. Nous avons trouvé un personnel accueillant. Nous avons trouvé les élèves qui sont déjà en classe avec leurs kits. Et c'est le lieu aussi de remercier en tout cas l'équipe de la formation professionnelle parce qu'ils ont assuré un accueil chaleureux à la délégation et les élèves aussi de ces différents établissements. Et après donc cette étape, on a profité pour aller au niveau du lycée Agaba de Tawa. Comme vous le savez, le lycée Agaba de Tawa, c'est quand même le plus grand lycée au niveau de Tawa et qui regroupe un nombre important d'élèves avec plus de 36 professeurs. Et là aussi, nous avons profité pour voir dans quelles conditions les élèves sont en train d'apprendre, mais effectivement dans quelles conditions les professeurs sont en train d'enseigner.